Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui a été édité aux éditions Robert Laffont, Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Notre invité nous vient tout droit de Tunisie puisqu'il s'est installé au soleil. Bonjour Benoît Aymonier, comment allez-vous ? Bonjour Nathalie, je vais très bien. Alors, on s'est rencontrés sans vraiment se rencontrer physiquement. Aujourd'hui, c'est le premier jour où on peut vraiment échanger en personne. Vous aviez suivi le sommet de la conscience, où j'avais eu le grand plaisir d'intervenir pour ce sujet de l'amour de soi. Voilà, vous m'avez confié là, en début d'entretien, que c'était un sujet qui vous parlait beaucoup aussi, avec lequel vous avez longuement cheminé, qui se retrouve évidemment dans cet ouvrage. Alors peut-être, est-ce qu'on pourrait raconter quelques mots sur l'histoire de ce livre ? Vous me disiez que c'était une histoire assez magique. Est-ce qu'on pourrait la partager avec les auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors déjà, ce qui m'a accroché pour revenir sur ce que j'ai vu de votre intervention, au-delà de l'amour de soi, c'est comment vous viviez votre intervention et comment vous avez parlé de ça à travers votre vécu. Et c'était surtout la résonance que ça faisait dans votre partage qui m'a fait prendre contact avec vous. Et le lien avec le livre, c'est que moi aussi, mon livre, c'est du vécu, c'est un partage, c'est un témoignage à la fois de ce que j'ai vécu personnellement et aussi de ce que j'ai vécu professionnellement à travers le vécu de mes clients. Et le caractère un petit peu extraordinaire de mon livre, c'est que en 2012, j'ai vécu une expérience de lâcher prise totale qu'on pourrait qualifier d'épiphanie, une prise de conscience soudaine et lumineuse des choses de la vie, pour le résumer comme ça. Et cette expérience m'a fait expérimenter en quelque sorte la connexion au tout. Et de cette expérience, j'ai changé radicalement ma façon d'appréhender les choses de la vie. Autrefois, j'étais très orienté sur la compréhension des choses, l'analyse des choses, le contrôle par le mental, problème, solution. J'étais aussi très orienté par rapport à la gestion émotionnelle et à la gestion humaine des situations, puisque j'ai une carrière d'entrepreneur et dans la gestion d'une entreprise, le caractère humain est essentiel, je dirais même prédominant. Ce sont les aspects les plus compliqués à gérer. Et vous étiez, alors ce qui est intéressant, Benoît, je rebondis, c'est que vous étiez ingénieur. Alors je vous le dis, je vous demandais en rigolant, est-ce que c'est plutôt ingénieur de déformation ? Vous avez été ingénieur pendant une partie de votre carrière, pour ensuite vous intéresser plutôt à la partie coaching, accompagner l'humain, donner des clés aux humains pour justement se sentir mieux avec eux-mêmes. Le basculement, justement, ça a été cette expérience dont vous parlez, que vous nous évoquez ? Alors le basculement, non, ça n'a pas été cette expérience. Le basculement, ça a été, il y a pas vraiment de basculement, ça a été progressif, parce que en tant qu'entrepreneur, il fallait gérer les problèmes de gestion d'équipe, il fallait gérer l'humain, et pour pouvoir gérer l'humain, je me suis formé au management, à la communication, l'intelligence émotionnelle. Je suis arrivé au coaching à travers ma pratique d'entrepreneur. Parce que pour transmettre certaines compétences, en particulier les compétences de comportement, d'attitude, ce ne sont pas des choses qu'on peut transmettre à travers des formations. Ce sont des choses qui s'incarnent et qui émergent de la personne. Et pour ça, la formation traditionnelle est peu efficace. C'est surtout l'accompagnement humain qui permet de développer ces compétences-là. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'entrepreneur, j'ai rapidement développé les compétences, les outils, l'attitude du coach. Donc j'étais entre guillemets un manager coach. Alors c'est intéressant parce qu'on évoquait en début d'entretien que ce qui vous a finalement touché à travers ce que je racontais dans ces décisions je m'épouse, c'était surtout l'idée que c'était extrêmement incarné, c'est-à-dire que je voyageais avec ça, que c'était une réflexion pas seulement intellectuelle justement, mais vraiment de vécu, d'expérience empirique. Votre livre s'appelle Lâcher prise, comment se reconnecter à soi. Vous avez finalement pris conscience que tout partait d'une dynamique intérieure, qu'il fallait apprendre à se connaître, à être connecté à ce que l'on était finalement pour, je ne sais pas, peut-être pas changer le monde extérieur, mais avoir une impulsion différente sur le monde extérieur. L'idée qu'on peut changer les choses finalement en commençant à bouleverser, à modifier notre dynamique intérieure. Oui, alors effectivement, ce qui compte dans la vie, c'est la vie.
C'est pas l'idée qu'on se fait de la vie, c'est pas la représentation qu'on se fait de la vie. Et vous disiez que j'avais pris connaissance de votre existence à travers votre intervention au sommet de la conscience, et que j'avais remarqué combien votre intervention était entre guillemets incarnée et comment c'était vivant. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que on peut faire toutes les théories, on peut expliquer toutes les choses, analyser, modéliser tout ce qu'on veut. La représentation ou l'image qu'on se fait des choses ne sont pas la chose. L'idée qu'on se fait de la vie n'est pas la vie. Et la seule chose qui existe, c'est le vivant, c'est le vécu, c'est l'expérience. C'est pour ça que on peut avoir toutes les bonnes intentions de transformer, de changer, d'évoluer. Ça passe par le vécu, ça passe par l'expérience. On peut s'aider de la compréhension des choses. Ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant, et on peut être orienté dans des directions qui nous éloignent de nous-mêmes, parce que la compréhension des choses peut nous faire prendre des directions qui sont pas en lien avec ce qu'on est profondément, et qui vont être en lien avec l'idée de ce qu'on est profondément. Et donc, en ce sens, on va s'éloigner de soi-même. C'est pour ça que l'essentiel dans le vivant, dans le vécu, dans la vie, c'est ce qu'on est, et c'est ce qu'on vit dans l'expérience de la vie. Alors le mot lâcher prise, on l'entend finalement de nombreuses fois. C'est presque une injonction qu'on entend régulièrement quand on est dans l'attente, comme ça, sclérosé de quelque chose. On nous dit mais lâche prise. Alors qu'est-ce que c'est selon vous, Benoît, vraiment lâcher prise? Alors c'est très difficile à définir en fait le lâcher prise, parce que c'est une non-action. Une non-action, par exemple, si on dit à quelqu'un lâche prise, c'est ne pas faire quelque chose, c'est très difficile. C'est comme de dire ne pense pas à la Tour Eiffel. C'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen pour penser à la Tour Eiffel. L'enjeu, c'est pas tant le lâcher prise en soi. L'enjeu, c'est de comprendre ce à quoi on est attaché. Et l'aventure, c'est de pouvoir se détacher des choses qui ne nous correspondent pas pour laisser la place à ce qui nous correspond. Le lâcher prise, c'est à la fois un moyen et une conséquence. C'est un moyen pour se détacher des illusions de nous-mêmes, des masques, des protections, des statuts qui ne correspondent pas à ce qu'on est profondément. Et c'est aussi une conséquence, en ce sens que quand on expérimente quelque chose dans lequel on est profondément en lien avec ce qu'on est, dans son être essentiel, quand on est en connexion, en présence et en connexion à ça, ben en quelque sorte, automatiquement, il y a un lâcher-prise sur tout le reste, parce que ce quelque chose d'essentiel dans le vivant, de ce qui se manifeste à travers soi, est tellement puissant. Rien ne résiste à ça. Donc c'est pour ça que le lâcher-prise, c'est à la fois un moyen, je lâche prise sur ce que je ne suis pas pour me connecter à ce que je suis, mais c'est aussi une conséquence. Quand je suis connecté à ce que je suis, ben je lâche prise sur tout ce que je ne suis pas. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas, les deux peuvent se produire. Les deux peuvent se produire, mais aucun n'est prédictible. C'est vraiment quelque chose qui se vit dans l'expérience et qui se vit dans l'expérience de chacun. J'ai l'impression, à travers vos propos, que c'est finalement le lâcher prise, c'est aussi simplement être en paix avec soi. Ah, ça c'est une très bonne question. Là aussi, on peut se dire, quand on est en paix avec soi, on va lâcher prise. Quand on est en paix, c'est qu'on est en sécurité, c'est que on n'active pas des mécanismes de protection qui vont éventuellement nous faire mettre des masques ou nous faire essayer de se mettre en emprunter des différentes. Oui, d'essayer d'être quelqu'un d'autre ouais. Pour se sécuriser par rapport à l'extérieur. Donc quand on est en paix, ça ne s'active pas. Et puis effectivement, on peut être en lien avec soi. Mais pour moi, être en lien avec soi, être en paix avec soi, c'est aussi une conséquence du fait que quand on est en lien avec soi, on est en paix. Parce que quand on est profondément en lien avec soi, on n'a rien à prouver, on n'a rien à défendre, on n'a rien à démontrer. Et du coup, on n'a pas à se battre pour être ce que l'on est. Quand on est connecté à ce que l'on est, on est ce que l'on est, point barre. Ouais. Donc, c'est en ce sens-là qu'on va expérimenter une paix intérieure profonde, infinie. Est-ce que c'est ce que vous ressentez parfois dans ce milieu du développement personnel, c'est que les gens se battent pour lâcher prise, ils se battent pour s'aimer. Vous sentez que c'est finalement le fruit d'une bataille et pas juste
simplement d'être? Ah, ben, alors ça, oui, le développement. Alors, autrefois, avant qu'il m'arrive, ce qui m'est arrivé en 2012, j'étais super branché dans le développement personnel. J'étais très intéressé par comment faire en sorte que on soit un peu plus heureux, un peu plus épanoui, un peu plus en harmonie. Donc le développement personnel, c'était quelque chose auquel j'étais à la fois intéressé, investi. Aujourd'hui, j'appréhende les choses de façon très différente parce que aujourd'hui, je me rends compte que on est déjà ce que l'on est. Cette connexion au tout que j'ai vécu, c'est une connexion à ce que je suis profondément, avant tout, et puis après de cette connexion à ce que je suis, sans lâcher prise totale sur tout, l'image, les croyances, le statut, la sécurité, lâcher prise sur tout. Il reste plus rien, mais en fait, il ne reste plus rien, il ne reste que l'essentiel. Et de cet essentiel, il y a aussi cette connexion au tout. Donc, être ce que l'on est, on l'est déjà. Et il n'y a rien à développer, en fait. Le développement personnel, c'est comme de prendre les choses à l'envers. Je prends les choses par rapport à ce que je suis et comment je vais transformer ce que je suis pour me rapprocher de moi-même. Donc, on prend les choses par la surface pour essayer de se ramener à ce que l'on est. Alors, en fait, quand on connecte à ce que l'on est, on se rend compte qu'on l'est déjà et qu'il n'y a rien à développer. L'aventure, l'enjeu, c'est de se libérer de ce que l'on n'est pas. L'aventure, c'est de lâcher prise sur ce qu'on n'est pas, sur les illusions de nous-mêmes, pour se laisser être. Alors comment justement? Parce que parfois on peut remarquer que dans une vie, entre nous et nous-mêmes, il y a quand même beaucoup nos blessures, nos conditionnements, comme vous le disiez, nos masques et nos postures. Comment emprunter ce chemin justement pour se délester de ce qui serait en trop? J'adore vos questions. Et comment? Oui, ça c'est une très bonne question. Parce que c'est bien joli de dire ça, mais comment ça se mange, comment on fait? Moi, c'est ce que je propose dans mon livre en fait. Comment ça part avant tout d'être présent à soi-même. Qu'est-ce qui nous permet de savoir si on est aligné, connecté à ce que l'on est ou pas? Quelque part, ce sont nos ressentis. C'est comment on se sent. Et à partir de nos ressentis, de pouvoir mettre en lumière ce qui, dans ce qu'on est en train de vivre, est touché en nous. Comment c'est touché? Il y a nos ressentis, ce sont en quelque sorte une interface entre ce que l'on est profondément et le monde extérieur. L'interaction avec le monde extérieur nous fait ressentir des choses. Ce que l'on va vivre, ça va être plus ou moins aligné à ce que l'on est. À travers nos ressentis, c'est ce qui va nous permettre de mettre en lumière la distance qu'il y a entre ce que l'on manifeste et ce que l'on est. Parfois, on est identifié à des choses et on est persuadé d'être quelque chose. Et on s'obstine à défendre quelque chose et on prend des gamelles, et on prend des gamelles, et on prend des gamelles. Et la vie nous ramènera de toute façon toujours à cet essentiel de ce que l'on est profondément. Et donc c'est quelque part, c'est à travers les difficultés de vie qu'on y arrive. Quand on a une difficulté de vie, c'est comme un signal sur un tableau de bord qui vient nous alerter on n'utilise pas la voiture correctement, ou qu'il y a un dysfonctionnement, ou qu'il y a un manque quelque part. De vouloir gérer le signal du tableau de bord par l'extérieur sans ouvrir le capot, on va essayer de développer la carrosserie, mais ça va pas régler le problème du moteur. Il faut aller voir ce qu'il y a dans le moteur. Il faut mettre les projecteurs à l'intérieur et d'aller sentir ce qui est touché. Et ce qui est touché, ça peut effectivement être des blessures, ça peut effectivement être des conditionnements, ça peut être, ça va nous ramener à quoi au plus profond? Ça va nous ramener à des challenges qui vont consister à exister, à avoir une place, à sécuriser la vie. Ouais. Donc, à se protéger, à être en mode survie. Et malheureusement, quand on se protège et qu'on se met en mode survie, eh bien, finalement, on s'enferme. On s'enferme dans nos propres protections et on ne vit pas. Puis surtout, on surréagit avec un fonctionnement cérébral qui serait celui de la lutte ou de la fuite, dont on n'a plus vraiment besoin quand on remet en question une de nos opinions, par exemple. Et on en parlait avec Serge Marquis, qui est venu nous parler de l'ego la semaine dernière. Nos identifications font que parfois, pour des opinions que l'on a, on peut se mettre dans des états, voilà, comme si on nous remettait nous-mêmes en question et comme si on remettait notre essence en question. Ce que vous nous dites, Benoît, c'est que finalement, nos identifications, nos croyances, nos pensées, elles ne sont pas nous. Exactement.
Et c'est même dangereux. De s'identifier, l'identification est dangereuse parce que c'est comme si on s'identifiait, on se dit que l'image, la représentation, la croyance de ce que l'on est, c'est ce que l'on est. Et quand cette représentation est éloignée de ce que l'on est, ça va créer des tensions et la vie va nous ramener à dire, hey, reviens à ce que tu es. Mais si on est en train de défendre ce que l'on est, on va se battre contre la terre entière pour défendre une image qui ne nous correspond pas. L'identification, c'est un danger aujourd'hui on a besoin de s'identifier pour se sécuriser. On se dit, j'existe à travers mon identité. On a besoin de s'identifier. On s'identifie pour sécuriser sa place, sécuriser son existence, sécuriser sa raison d'être. Et le problème, c'est que dans une société dans laquelle il y a de moins en moins de place, on est déconnecté de l'essentiel. Les gens vont aller chercher une sécurité à travers des identités. Quand il y a même plus ça, les gens se déconnectent et se marginalisent. Par choix ou par obligation, vont anesthésier parce que ça devient insupportable de se battre et puis de toujours devoir se retrouver au même point. Donc on va anesthésier parce que c'est très inconfortable par les médicaments, les drogues, le jeu, l'addiction, les addictions, toutes les addictions, ou alors se radicalise. On s'identifie tellement, ma vie n'a de sens qu'à travers l'idée que je me fais de la vie. Et ça peut amener à des folies comme les attentats suicides, les massacres, les génocides, tout ça, mais parce qu'on va défendre des idées. On va défendre une idée de la vie et puis qui déconnectée de la vie, et finalement c'est porteur de mort. Mais en fait, la vie et la mort, ce sont les deux faces d'une même pièce qui nous ramènent à une seule chose qui est essentielle, c'est d'être. Que les êtres humains, on est là pour être ce que l'on est, pour manifester la vie dans toute sa magnificence, et ça se manifeste à travers la vie et la mort. Quand il y a une énergie de mort, c'est pour nous ramener à la vie, bien sûr, et pour nous ramener à la vie qui consiste à être ce que l'on est. Quand il y a une énergie de vie, c'est nous ramener à la vie et manifester ce que l'on est. Mais finalement, la vie et la mort, ce sont juste, encore une fois, c'est les deux faces d'une même pièce qui nous ramènent à l'essentiel. Puis si en effet il n'y avait pas la mort, la vie ne serait pas aussi précieuse. On n'aurait pas à vivre chaque instant comme ça avec autant d'intensité. Alors finalement, est-ce qu'on devrait accepter, Benoît, que tout nous échappe dans cette existence, dans cette incarnation, si on croit à la réincarnation, que finalement rien ne nous appartient, qu'on est comme des locataires sur Terre, qu'on a loué le corps dans lequel on vit, on s'incarne, qu'on est aussi au contact, peut-être que vous le disiez, de cette essence-là, qui serait peut-être d'ailleurs notre mission. On parle parfois de mission, être au cœur de ce que l'on est, c'est peut-être déjà exprimer sa mission. Voilà. Est-ce qu'on devrait accepter tout simplement que la vie nous échappe et que c'est ça qui est beau aussi dans cette vie-là? Derrière votre question, il y a je vais rebondir sur la notion de dualité. Encore une fois, vos questions sont super riches, puis je m'y perds un peu. Mais est-ce que je rebondis là-dessus? En fait, on va vivre le plaisir et la souffrance, on va vivre le contrôle et l'incontrôle. Tout ce qu'on va vivre dans la dualité, c'est ce qui va nous permettre de prendre conscience de l'unité. La séparation nous permet de prendre conscience de l'unité. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et on ne peut pas prendre conscience de la lumière sans ombre. Mais ce sont les deux faces, je reprends cette image, les deux faces d'une même pièce qui nous ramènent à quelque chose de plus profond et de plus essentiel. L'énergie pour la lumière. La vie et la mort, ça nous ramène à quelque chose d'essentiel, c'est l'être, c'est d'être. Donc, est-ce qu'on ne doit pas, pour revenir à la question, est-ce qu'on ne doit pas finalement accepter l'impermanence? Alors, l'impermanence des choses, oui. Moi, je dirais l'impermanence des choses, le besoin de pouvoir avoir quelque chose de permanent, d'avoir quelque chose de permanent, c'est le besoin d'inscrire dans le temps. Inscrire dans le temps, c'est un besoin mental, c'est un besoin de sécurité, c'est un besoin de contrôle. Et ce besoin de sécurité, c'est ce qui va nous couper de l'essentiel. C'est ce qui va nous faire construire des conceptions, des images
qui vont nous couper de ce que c'est, de l'essence des choses. Donc l'impermanence des choses, accepter l'impermanence des choses, je dirais pas ça, je dirais que l'acceptation c'est une notion mentale. Moi je vais faire une réponse sur un plan de vivant. Il convient de vivre l'instant. Il convient d'être ce que l'on est ici et maintenant. D'ailleurs, ici et maintenant, il n'y a que ça qui existe. Le passé n'existe pas. Il y a que ce que nos souvenirs, nos blessures, nos expériences du passé ont comme effet sur nous ici et maintenant. C'est nous qui faisons vivre ici et maintenant le passé à travers notre mémoire, nos expériences. Et le futur n'existe pas non plus. Seulement à travers nos projections. Uniquement à travers les films qu'on va se faire, les plans, les projections. Et puis alors il y en a certaines qui vont nous faire sentir bien, et puis et d'autres qui vont nous faire flipper. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Donc l'impermanence des choses, accepter l'impermanence des choses, c'est quelque part faire un petit réglage mental pour dire prends conscience que de toute façon on n'a pas contrôle sur tout, et accepte de ne pas avoir contrôle sur tout. Ce besoin d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout est issu du besoin d'avoir le contrôle. Et le besoin d'avoir le contrôle est issu d'un besoin de sécurité. Et le besoin de sécurité, c'est issu de... Ça va s'enraciner dans un besoin de survie, et on reprend le côté pile de la pièce, et ça nous ramène à une question de vie. Et donc à l'essentiel, c'est d'être ce que l'on est, de vivre ce que l'on est, de manifester ce que l'on est. Peut-être comme toute dernière question, est-ce que Benoît aujourd'hui, avec tout ce cheminement, peut-être ces prises de conscience, alors encore une fois c'est une vision très mentale, mais est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que oui, moi je me trouve très heureux. Oui, je me trouve, ça c'est vraiment une question, c'est une réponse pour répondre à la question à laquelle on ne peut répondre que dans l'instant. Donc je vais répondre là dans l'instant. Est-ce que je suis heureux? Là dans l'instant, je suis heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux d'être là. Je suis un peu stressé. J'étais un peu stressé, mais là dans l'instant, je suis très heureux. Et à cette question, c'est quoi le bonheur? On pourrait poser la question. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est d'être ce que l'on est. Moi, ma réalisation, ma compréhension de cette question essentielle, c'est d'être ce que l'on est. Et être ce que l'on est, on ne peut l'être que dans l'instant présent. Et être ce que l'on est, on ne peut l'être que si on est en présence et en lien profond à ce qui est essentiel pour soi. Et en fait, le bonheur, c'est une conséquence. C'est un état. Le bonheur, c'est un état qui est la conséquence d'être ce que l'on est. Et contrairement à la joie, qui est la satisfaction d'une attente, le bonheur, c'est un état. Et être ce que l'on est, ça va avoir pour conséquence une paix profonde, une sérénité profonde, une harmonie, un lien avec l'univers, avec les autres, un amour inconditionnel, une confiance en soi. En fait, les choses que l'on va chercher dans le développement personnel, il faut développer la confiance en soi, l'estime de soi, l'harmonie. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont inhérentes au fait d'être ce que l'on est. Et donc qui sont des conséquences. Et quand on prend les choses à l'envers, c'est très simple. La vie, c'est très simple en fait, c'est très facile. Il n'y a qu'à être ce que l'on est. Après, on peut se poser la question, mais okay, qui suis-je? Eh bien, la réponse à cette question, elle ne vient pas de notre intelligence, de notre capacité d'analyse. Elle vient de notre vivant, elle vient de notre vécu. Et finalement, pour répondre à cette question, qui suis-je, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je ressens? Parce que à travers mes ressentis, je vais pouvoir mettre en lumière des choses en moi, de ce qui me constitue ou de ce qui ne me constitue pas, faire la part des choses, me rapprocher de moi-même, me réaligner à ce que je suis. Et donc finalement, pour répondre à la question qui suis-je, il faut répondre à la question qu'est-ce que je ressens, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de savoir qui l'on est, c'est de le vivre. Et d'écouter son cœur? D'écouter son cœur, de l'ouvrir, de communiquer, de partager en toute transparence, en toute authenticité. C'est d'être.
Alors c'était une très belle conclusion. Benoît Aymonier, on trouve votre ouvrage aux éditions Robert Laffont, Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur un site internet pour suivre vos actualités, cher Benoît? Oui, alors sur www.benoîtaymonier.com en tout attaché. Alors Benoît, B-E-N-O-I-T, Aymonier, A-Y-M-O-N-I-E-R. Alors on l'a dit, vous êtes coach, même si vous n'êtes pas toujours en France. Enfin à travers les déplacements, j'imagine que vous y passez. Est-ce que on peut faire du coaching avec vous, même à distance? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Ah oui, d'autant plus que 90% de mes interventions sont à distance. Je suis basé en Tunisie, mais j'ai une clientèle en Europe, j'ai une clientèle aux États-Unis et en Tunisie, donc je travaille majoritairement à distance. Génial. Les joies de cette ère de 2017 où on peut être en effet connectés, reconnectés les uns aux autres à travers ces outils qui parfois nous font nous perdre dans l'aspect vraiment de rencontre et d'humain, mais parfois qui nous permettent tout simplement aussi d'être tout à fait en lien. Donc je le rappelle, Benoît, cet ouvrage Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même est disponible aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Merci Nathalie. Et on vous retrouve donc sur France 5, voilà pour une intervention sur le même sujet du lâcher prise, de se connecter à soi-même et d'être dans l'expression de notre essence. C'est ça. Merci Benoît. Merci. À bientôt.